Quand vous rentrez en prison, vous amenez votre famille avec. Les gens ne savent pas ça quand ils font un crime. Je comprenais que c'était pas un défaut, mais que c'était pas moi j'étais peut-être différent d'un certain niveau, mais que j'étais pas seul. C'est-à-dire que il y a 20% de la population qui est à peu près comme moi, qui ont une façon de réfléchir plus vite, qui s'arrêtent pas de penser. Cette différence dont Laurent, ancien détenu, parle, c'est le TDAH, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans les années 80, ce trouble du comportement était encore mal compris. Et les enfants débordant d'énergie comme Laurent étaient considérés comme turbulents, agaçants, hors de contrôle. Dans la famille du garçon hyperactif, on prenait des coups pour dompter les gamins qui ne tenaient pas en place. L'école, puis les centres de détention pour mineurs où il passera, ne l'ont pas épargné non plus. La violence va devenir pour Laurent son unique moyen d'expression. Au total, 111 faits sont inscrits à son casier judiciaire pour vol, agression, séquestration, deal et consommation de drogue. À 48 ans, Laurent a passé la majeure partie de sa vie en prison. Alors c'est sûr, la prison ne rend pas meilleur, mais c'est entre ces murs que Laurent retrouve son salut à travers la littérature et l'écriture. Les coups de sa colère se transforment en mots. Aujourd'hui, il sort un livre, La prison va me manquer, et souhaite écouter et sensibiliser les jeunes détenus en centre fermé à prendre d'autres chemins que ceux de la criminalité. Bonne écoute. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le magazine de l'AMC. J'ai plus 2 frères, 2 sœurs, plus les parents. Mais j'étais toujours celui qui était mis sur le côté, parce que j'étais venu 4 ans plus tard, les autres sont arrivés l'un sur l'autre. Et en fait, moi, on va dire, j'étais pas désiré spécialement, pas désiré du tout, on va dire. Parce qu'ils avaient mis un stérilet, je suis passé à travers le stérilet. Donc, déjà, le début de ma vie, c'est la bagarre, quoi. Donc, le problème, c'est que mon père, quelqu'un qui était très, très intelligent pourtant, malheureusement, a fait des amalgames. Et il a cru que j'allais être comme mes frères et mes sœurs. Donc, j'étais un hyperactif, donc je suis juste reconnu il n'y a pas longtemps, à 43 ans, donc pas demandé. Et en fait, voilà, j'ai dérangé la classe parce que c'était trop lent pour moi. Et je m'ennuyais comme un rat mort, quoi. J'étais sur une chaise, je m'inventais des histoires, et je faisais le pitre, voilà. Donc, quand ça a été comme ça, ils appelaient le concierge. Le concierge m'attrapait par le collier, hein, on va dire, comme un chien. Et m'amenait dans la cave de l'école pour que je me calme dans le noir pendant une petite demi-heure, 1 heure, dans le noir total. Voilà, quoi. Et moi, j'en parlais pas à mes parents parce que je pensais qu'ils avaient raison. Donc, eux. En plus, j'avais l'impression que j'allais être sanctionné aussi. En plus, en rentrant chez moi, en disant « Ouais, tu l'as mérité. » Donc, voilà. Donc, ça restait un silence total, quoi. Vous pensiez avec le recul que si vous l'aviez dit à vos parents, ça aurait changé quelque chose ? Bien sûr, parce que en fait, il y a mon plus grand frère, Bernard. Lui, il a pris une baffe du même concierge. On était tous dans la même école. Lui, il l'a dit à mon père. Mon père, il a débarqué à l'école. Il a attrapé le concierge. Je parle parce que c'était un costaud, mon père. Il a dit « Amène ton fils. Je vais te montrer c'est quoi de tarter les enfants des autres. » Et en fait, moi, je n'étais pas au courant de tout ça, en fait. Hein, et après, d'ailleurs, c'est ça que j'ai pas compris, qu'il y avait une coupure où je le voyais plus, en fait. Donc, il venait, et à place... Qui vous ne voyez plus ? Le concierge, je le voyais plus me chercher à moi. Et quand ça n'allait pas dans la classe, on m'amenait dans le bureau du directeur. Et on me mettait devant un ordinateur, là, modèle Commodore, là... et je faisais des calculs, en fait, de maths. Et je m'amusais à faire ça à la place de rester dans la classe. Voilà, quoi. Pas écrire, alors ? Non, c'était plus... l'écriture, et moi, c'est 2. Hein. C'est ce que je dis. À l'école, vous n'étiez pas copain avec l'écriture ? Je suis dysorthographique, en plus. Donc, le problème, c'est qu'on a beau expliquer 25 fois, je vais à chaque fois mélanger les règles.
Donc, une fois, je vais l'écrire convenablement, une fois, je vais l'écrire avec toutes les fautes possibles et imaginables. Ça ne rentre pas, en fait. C'est comme dyslexique, il y a des problèmes avec les 9, les 6. Mais moi, j'ai des problèmes avec l'écriture, en fait, les règles. Donc, j'avais même des moins 20, moi. Donc, j'avais pas zéro, j'avais moins, en plus. On vient m'humilier, ouais. Mais je savais pas, moi, qu'est-ce que j'avais comme problème. Moi, je croyais que c'était eux qui avaient un problème. Donc, pour finir, de l'internat, c'est parti de l'autre côté. Quand je dis qu'on m'écoutait pas, parce qu'à un moment donné, il y avait quelques profs qui avaient compris, pour l'informatique, par exemple, j'étais très bon. En religion aussi, ce qui était spécial, là, c'est l'histoire, enfin, des trucs comme ça, j'étais très bon, mais par contre, en français, j'étais hyper nul. Et voilà, donc j'avais des profs avec qui c'était la guerre, quoi. Et de nouveau, ça a recommencé. Donc, après, malheureusement, j'ai été viré. Et après, j'ai été placé à 12 ans. Et voilà. Vous avez été placé où? Ou dans les Haumes. Mais j'étais placé pour vol. J'ai eu enfin, ça c'est dans le livre, de nouveau. Vol de voiture, enfin, avec mon frère. Puis j'ai été placé. Et à partir de ce moment-là, voilà, ma vie a été la rue. J'ai fait que fuguer. Parce qu'on voulait me mettre là où je voulais pas aller. Je demandais pour faire du sport. On me disait non, t'es assez violent. Je complètement la pédagogie, je comprenais rien. J'avais vraiment me laisser dans une pièce à attendre la journée avec un jeu Sega. Bon, ben, il y a plein de types qui sont peut-être en taule encore maintenant et qui sont peut-être même problème juste comme moi, HPE, c'est que je suis quelqu'un de très émotif. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un m'emmerde, c'est l'émotion qui parle et là, après, c'est la violence qui va avec. Et puis, ma vie n'a été que crime, vol. Ouais. Le seul moment où j'ai voulu m'arrêter, quand c'est ma femme est tombée enceinte et qu'elle a accouché, elle a accouché quand je suis sorti des 4 mois de prison du premier dessaisissement. Mais il m'avait envoyé en prison simplement pour une tentative de vol, un recel, et une bagarre avec justement l'éducateur. Alors qu'à la base, un dessaisissement, c'est pour des faits très graves. Moi, ils m'ont dessaisi pour mon passé. Donc, ce que j'avais fait avant mes 16 ans. Donc, déjà là, la justice, je ne l'ai plus vue, en fait. Donc, ils m'ont envoyé, j'ai fait, je sais pas, moi, une dizaine de séjours. Entre mes 15 et mes 18 ans, je veux dire. Donc après, ils m'ont mis à Brno-Château. De là, c'est parti. Puis je suis tombé sur une très bonne juge qui servait à rien du tout, qui a décidé que la prison était la solution. Ben, on l'a vu, hein. C'était pas ça la solution. Hein. Et donc combien de temps vous êtes resté en prison à partir de vos 15 ans là? Mais je vous dis, en tout, il y a à peu près 25 ans de prison. Le dessaisissement dont parle Laurent concerne les mineurs qui ont commis un grave délit. Ils sont alors jugés devant une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse ou devant une autre juridiction pénale normalement réservée aux majeurs, comme le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Si le jeune est condamné, il est alors envoyé en prison parmi les adultes. À l'époque, les conditions de vie en prison sont bien pires qu'aujourd'hui, selon Laurent. Mais la vie carcérale est loin d'être rose. Certaines prisons sont d'ailleurs pointées du doigt par de nombreuses associations pour leur insalubrité et les traitements inhumains qui y sont encore pratiqués. Dans le temps, dans les années 90, les médecins, ils n'en avaient rien à faire. Hein. Le dentiste, alors c'était le pire encore. Eux, vous avez un petit carie, vous arrachez la dent. Je veux dire, les psychiatres, ça a toujours été, c'est toujours maintenant. C'est eux, c'est leur mission, c'est vous endormir, vous donner des médocs. Les psychologues, à part quand vous avez la chance de tomber sur une bonne psychologue comme moi, Madame Lac, de la Touline, je veux dire, il faut encore qu'on se comprenne, quoi. Elle a été patiente pendant 12 ans, 13 ans qu'elle me suit, là, maintenant. Et d'ailleurs, après le podcast, j'ai rendez-vous avec elle. Et oui, c'est grâce à elle que j'ai pu me recentrer aussi. Mais voilà. Et la prison maintenant, elle est plus, il y a plus de soins, il y a plus de sport, ils font en sorte de s'occuper, mais de nouveau, c'est que de l'occupation passive, c'est pas d'occupation active qui pourrait servir vraiment aux détenus à se forger quelque chose pour l'extérieur, quoi. On vous donne, comme ça vous êtes cool, parce que si vous faites la misère,
on vous enlève. C'est comme le téléphone en cellule, c'est comme petit coup de chèque. Mais n'importe quel problème, vous êtes sanctionné du téléphone, alors vous l'avez toute la journée, c'est encore pire. Vous l'avez devant votre tête, vous ne pouvez pas téléphoner, ou alors à certaines heures dans le couloir. On va vous retirer la télé, on va vous retirer ceci, on va vous retirer cela, et pour vous tenir comme en laisse, quoi. Je veux dire, et si ça ne fonctionne pas, ben, il y a le cachot. Un jour viendra où il sera dit que c'est mon dernier jour. Mes idées en attendant se remettent à jour, tous les jours, et me dictent que ma liberté de penser est enfermée avec ce corps incarcéré par des enceintes bétonnées de métaphores. Le jour du 31/12/0000. Un texte écrit et lu par Laurent Cartini à l'occasion des Journées nationales de la prison en 2022. Pris d'ennui, Laurent s'inscrit un jour à un atelier d'écriture donné par l'association Les Ateliers de l'Escargot. Il y rencontre Fidéline Dujeu, animatrice de ces ateliers, et plus tard, Nicolas Switson, comédien venu également proposer des ateliers d'écriture et de théâtre avec son association Gambalo. Ces deux rencontres vont marquer un tournant dans la vie de Laurent. Le premier écrit qui a touché, c'est Morgane, quoi. Donc le texte qui est dans le livre. Et j'étais surpris moi-même qu'ils trouvaient ça beau. Et ils m'ont dit, ouais, c'est étonnant. Ils m'ont poussé, ils m'ont dit, mais l'orthographe, l'écriture, et même pour moi-même, parce que j'arrivais des fois complètement pété là-bas. Donc j'écrivais, mais heureusement, eux, ils faisaient en sorte de lire ce que j'avais écrit, parce que des fois je comprenais même plus ce que j'avais écrit. Donc et puis quand j'ai commencé à la faire à l'oral, ça donnait du sens à ce que j'écrivais. Donc, puis je me suis dit, tout compte fait, ouais, apparemment ça fracasse pas, mais ça casse certaines personnes comme des agents. J'écrivais sur des agents, je donnais à leurs collègues. J'ai lu, mais c'est toujours en rime, toujours avec de la blague, de l'humour, mais je décryptais tellement la personne qu'elle rigolait, les agents. Et j'ai dit, voilà ma façon de me venger des traitements stupides et, de personnes qui se croient plus haut que vous. Est-ce que leur regard, par exemple, a changé? Ouais. Il y a certains agents qui m'ont regardé différemment, en me disant, ben, continue, t'as quelque chose, c'est ça, en fait, continue à écrire, quoi. Et oui, j'ai eu d'autres regards. Moi, je me suis comporté aussi différemment en arrêtant la drogue déjà, parce que pour écrire, se droguer, c'est pas la bonne idée. Bon, il y en a certains qu'il faut qu'ils fument pour écrire. Moi, c'est le contraire. Moi, si je fume, j'écris plus rien. Et voilà, j'ai commencé à arrêter la drogue grâce à ça. Je me suis revu dans l'écriture, et puis je me suis dit, tiens, ça plaisait aux autres détenus. Est-ce que ça a permis de contenir cet enfant hyperactif? Pas de le contenir, mais non, de je le... l'ai compris surtout. J'ai appris à le comprendre, en fait. Je compris que c'était pas un défaut, mais que c'était pas moi j'étais peut-être différent d'un certain niveau, mais que j'étais pas seul. C'est-à-dire que il y a 20% de la population qui est à peu près comme moi, qui ont une façon de réfléchir plus vite, qui s'arrêtent pas de penser. Mais c'est aussi grâce au travail de la psychologue, qui m'a commencé à m'amener des livres. Parce qu'elle a commencé à me cerner, en fait, du moment où j'avais arrêté la drogue. Donc, voilà, quand elle a vu que tous les sacrifices que je faisais, et en plus, j'ai arrêté mon cerveau fonctionnait de mieux en mieux. Donc, voilà, même moi, j'étais étonné. Et puis, j'ai donné un sens à mes pensées, en fait. À la place de les arrêter avec la drogue, ah ben, justement, j'ai laissé défiler et j'ai mis sur papier. J'aime bien Nietzsche, j'ai appelé aussi Yalom. Erwin Yalom, c'est un psychanalyste américain qui écrit des beaux livres en jouant en roman justement avec la psychanalyse, qui a écrit des livres comme Nietzsche a pleuré, voilà, Le Jardin d'Épicure, et c'est tous des livres où vous en sortez quelque chose. Et c'est ça, si je me disais, si j'écris, essayer de sortir quelques petits trucs comme ça, que la personne elle lise sans le vouloir. Elle se pose des questions, quoi, quand même. Qu'elle se termine en se posant des questions avec le livre, quoi.
Donc la culture m'a amené ça, l'écriture m'a amené la façon de m'exprimer pour arrêter de frapper sur les gens. Et puis un bon livre, ça fait du bien, quoi. On n'est pas dans le même monde que dans une télé, quoi. Mais voilà, mais ça vous apprend aussi des choses sur vous-même. Et puis ça vous montre que les êtres humains, quelque part, on peut trouver des points communs, en fait. Il y a des liens qui peuvent se faire dans l'art, dans l'écriture, dans le dessin, dans la peinture, et qu'il y a tellement de choses dans l'art et dans la culture que ça définit aussi sa société. Mais il faut donner accès. J'avais plus envie de me droguer ou de trucs comme ça. Voilà, j'étais dans mes... Je relisais à 2 heures du matin. Je veux dire... ça donne des émotions physiques vraies. Le cerveau, c'est quand même le moteur principal du corps. Et le livre parle, la culture parle au cerveau. Voilà. Même que vous ne vous rendez pas compte directement, vous allez voir peut-être une image qu'après, ça va vous travailler. Et que voilà, c'est ça, en fait, pour moi, que la culture doit être mieux en avant, en fait. Les virus sont aussi les drogues. Conseil que je donne, la méthadone ne rend pas plus fort. C'est pour cela que je le crie dans mes écrits, mon envie de vie sans chimie. Antivirus, de même pensée métaphysique, je les matérialise en arc-en-ciel de lettres. Pour une analyse physique, être le verbe psychique, j'adverbe mon bic sans emprise psychanalytique. Laurent est piqué. Il passe ses journées à lire et à écrire, participe activement aux ateliers proposés par Fidéline Dujeu et Nicolas Huitzen. Il continue sa thérapie avec sa psychologue à la prison, arrête la drogue, bref, il se sent prêt à changer de vie et veut revoir ses enfants. Il décide donc de prendre la fuite pour reconstruire sa vie. Mais après 2 ans de cavale, il est arrêté à l'enterrement d'un proche. Direction, la prison de Ytre. Plus tard, Laurent participe au concours Libre d'écrire à destination des détenus. Et dans le jury, Nicolas Huitzen, qui avait perdu totalement contact avec Laurent, reconnaît le texte de son premier élève. Et à un moment donné, il est venu travailler là-bas à Ytre en théâtre. Et il m'a fait demander, en fait... et de là, directement, j'ai été à l'atelier. Et puis, on a commencé à parler de projets à l'extérieur, de théâtre qu'on a mis en place l'année passée avec les Journées internationales de prison. Et voilà, ça a pris. Maintenant, on est amis plus que professeurs, je veux dire. Et est-ce que le théâtre a apporté ce plus? Est-ce que la parole, la mise en voix de vos mots vous a apporté quelque chose? Est-ce que c'est un autre médium? Est-ce que c'est une autre façon de vous exprimer qui finalement complétait l'écriture? Oui, c'est toujours dans le même, c'est toujours dans la même ligne en fait. Quand j'ai gagné le Libre d'écrire, j'avais été faire le texte en congé de prison. J'ai fait mon texte, il est dans le livre. Et quand j'ai fini le texte et que tout le monde m'a applaudi. Oui, parce que d'habitude, quand vous faites un braquage, si vous ratez, ben, c'est les mains dans le dos. Tandis que là, quand c'était les mains devant et on m'applaudissait. Donc là, c'était les mains, je les avais plus dans le dos. Pour une fois, peut-être quelque part, j'ai trouvé ma place dans ma vie, quoi. Je veux dire, j'ai tellement cherché à être quelque part que j'étais nulle part, en fait. Et là, maintenant, ben, j'ai peut-être trouvé un endroit où... puis j'ai les aides qui vont avec, les gens qui croient plus en moi que moi-même, je croyais en moi-même d'ailleurs, dont Harold, Nicolas et Fidéline et ma psychologue, Madame Lac. Et j'ai encore des gens à remercier. Hein. C'est même une directrice de prison qui s'appelle Alexandre. C'est grâce à elle aussi, de Hitz, qui a cru au fait que j'avais vraiment changé, que j'étais plus l'imbécile que j'étais. Elle m'avait connu il y a 10 ans avant.
Bon, c'est rare qu'on m'oublie, parce que dans ce mode-là, j'étais vraiment en mode hard. Donc, et elle avait vu le changement, et c'est grâce à elle que j'ai obtenu ma libération rapidement. Je veux dire, voilà, donc c'est tous des gens que je remercie. Il n'y a pas que des imbéciles, il n'y a pas que des pourris dans les prisons. Dernière fois en prison. Laurent se l'est promis. Là-bas, il passe son temps à écrire son livre. Avec l'aide de Fidéline Dujeu, Harold Notet, qui est journaliste et bénévole social en prison, et Nicolas Switzen. Et 1 an après sa libération, Laurent Cartigny sort son livre « La prison va me manquer ». Quelque part, il fallait que on sache, que mes enfants sachent, alors que c'est toujours une fiction, mais ceux qui me connaissent sauront ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et ouais, c'était ça, quoi. Il fallait que mes enfants sachent que la prison, et même pour certains qui connaissent pas, ce que j'ai pu ressentir moi en prison, la tristesse que j'ai pu ressentir. Voilà, je dis pas, moi je suis coupable, hein, je dis pas, mais il y a une condamnation, et puis il y a la condamnation de la famille, et surtout, comme je disais hier, C'est condamnation de la famille, c'est-à-dire ça veut dire que quand vous rentrez en prison, vous amenez votre famille avec. Les gens ne savent pas ça, quand ils font un crime. Moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est d'aller dans les homes fermés, où il y a les vrais délinquants, je veux dire... et qu'ils ont personne qui les écoute, parce que on les écoute pas en fait. Je connais tout le circuit, donc j'ai réussi à faire quelque chose, à gagner ma liberté, à gagner ma patience, à avoir du respect de ma famille différemment que de par violence, par le méchant garçon, mais plutôt par le garçon plus sensible. Alors qu'à la base, quand on me regarde, c'est pas ça qui vient à l'esprit. Et voilà, donc il faut essayer. Il y a rien à perdre de toute façon. L'article sur l'importance de la culture dans le milieu carcéral est disponible à partir du mois de février sur enmarche.be. Et le livre de Laurent Cartigny, La prison va me manquer, édité aux éditions du Basson, est disponible quant à lui en librairie ou sur commande sur édition au pluriel dubasson.com. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle inspiration.